à la vitesse de l'éclair et qui évolue jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Au sommaire de cet épisode intitulé Espoir volé, 3 histoires traitant d'aspirations profondes qui se transforment en d'horribles cauchemars. Tout d'abord, Tasmida Ganev tombe entre les mains d'une prédatrice qui compte lui voler autre chose que son argent. Ensuite, des vacances fabuleuses en Irlande se terminent par une gueule de bois mémorable. Et enfin, une grande famille rêve de perpétuer sa dynastie, mais un sort cruel s'acharne contre elle. Après avoir vu ces 3 histoires, vous déciderez lesquelles sont authentiques. Vous découvrirez si vous avez vu juste à la fin de l'émission. Voici d'abord la voleuse de grossesse. Tasmida Ganev est une jeune femme comme les autres qui prend soin de son apparence. On a du mal à croire qu'elle a été impliquée dans l'une des affaires les plus horrifiantes qu'ait connue l'Afrique du Sud. Par moments, je me dis, c'est pas possible. Pas moi. En l'an 2000, Tasmida a 16 ans et elle est enceinte de 7 mois et demi. Un jour, elle fait une rencontre fatale. Elle s'appelait Lazarine. Elle venait d'arriver en ville et ne connaissait personne. Lazarine attend aussi un bébé et le courant passe immédiatement entre les 2 femmes. Une semaine plus tard, elles ont rendez-vous chez Tasmida. Elle s'intéressait beaucoup à ma grossesse. Je trouvais ça bizarre parce qu'à chaque fois que je lui posais des questions sur elle, elle détournait la conversation. Tasmida insiste, mais Lazarine n'a plus envie de papoter. Elle propose plutôt une virée shopping. Tasmida doit demander la permission à son père. Il m'a dit que je ne la connaissais pas bien et que je ne devais pas trop marcher. À 7 mois et demi, tout pouvait arriver. Mais moi, je m'ennuyais. Tous mes copains étaient au lycée. Je l'ai supplié de me laisser y aller. Son père finit par céder et les filles sortent. Sur le chemin, Lazarine explique à Tasmida qu'elle doit passer chez elle pour prendre sa carte de crédit. Un petit détour de rien du tout. Une fois à l'intérieur, Lazarine lui annonce qu'elle veut lui faire un cadeau. J'ai dit, c'est trop gentil, merci. Elle a répondu, je vais te l'offrir, mais je suis timide, ferme les yeux. J'ai eu une drôle de sensation. Et puis elle a dit, tu es quelqu'un de bien, tu as une famille merveilleuse qui t'aime et qui te soutient, tu as ton copain et tu vas bientôt être mère. Oui, et alors? Tu as tout ce que je désire. Et j'ai senti un couteau sur ma gorge. Debout! Ne me fais pas de mal, ferme-la! Elle m'a menacé de me frapper si je hurlais. J'ai dit, prends ce que tu veux, mais ne me fais pas de mal. Mais ce n'est que le début d'une effroyable épreuve. J'avais peur, mais j'étais surtout sous le choc. J'essayais encore de comprendre ce qui m'arrivait. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à m'ouvrir le ventre que j'ai réalisé qu'elle ne voulait qu'une chose. Lazarine n'est absolument pas enceinte. Elle vient de faire une fausse couche et elle est terrifiée à l'idée que son compagnon la quitte quand il l'apprendra. Elle donne le change avec un coussin et a manigancé un plan atroce. Faire passer le bébé de Tasmida pour le sien. Elle l'a sorti de mon corps, mais il restait silencieux. Je paniquais. Pourquoi il ne pleure pas? Seigneur, faites qu'il ne soit rien arrivé au bébé. Et puis il s'est mis à crier. Merci, mon Dieu. Contre toute attente, la mère et l'enfant sont en vie. Elle m'a dit qu'elle allait me ramener chez ma mère.
Ça ne pouvait pas être vrai. Elle allait me laisser mourir quelque part. Malgré ses blessures épouvantables, Tasmida parvient à suivre Lazarine dehors. Au moment de traverser la route, elle s'est mise à courir. Et j'ai dû courir moi aussi pour la rattraper. Et l'horreur continue. Lazarine repasse à l'attaque. J'étais étendue là. Et je sentais que j'allais mourir. Ensuite, j'ai entendu une voix de garçon qui me demandait ce qui s'était passé. J'ai dit, elle m'a poignardée. Elle m'a volé mon bébé. Il est dans son sac. Je vous en supplie, rattrapez-la. Durant ces éclairs de conscience, Tasmida sombre dans le désespoir. J'étais responsable de la sécurité de cet enfant et voilà ce qui était arrivé. J'avais tout raté. J'étais incapable de le protéger et de l'aider. Je me sentais impuissante. Mais soudain, la situation bascule. Le plus grand qui avait couru après elle est revenu avec mon fils dans les bras. C'était la seule chose qui comptait. Et j'ai prié le Seigneur qu'il me donne de la force. Tasmida survit à ses horribles blessures par miracle. Encore plus étonnant, son petit garçon en réchappe lui aussi. Lazarine sera arrêtée, mais son acte sauvage ne cesse de hanter sa jeune victime. On ne se remet pas d'une chose pareille. On se sent mieux avec le temps, mais on ne s'en remet jamais. Alors, l'histoire de ce bébé volé dans l'utérus de sa mère est-elle véridique? Vous le saurez à la fin de l'émission. En attendant, regardez cette petite séquence. Mini légende numéro 2, une lourde chute. Ces Suédois suivent un régime et se retrouvent chaque semaine pour se peser. Un jour, ils sont obligés de changer de salle à la dernière minute. Nos 20 personnes grimpent les 2 étages du nouveau lieu de réunion, mais avant qu'ils puissent monter sur la balance, le plancher s'écroule sous leur poids. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. Heureusement pour nos amis enrobés, personne n'a été blessé et ils en ont une bonne à raconter dans les dîners. Légendes urbaines vous propose 3 histoires. À vous de décider lesquelles sont arrivées et lesquelles sont de pure fiction. Vous avez entendu l'épouvantable récit de la voleuse de grossesse. Fable ou réalité? Vous le saurez à la fin de cet épisode. Passons à notre deuxième histoire, la cuite du siècle. Malcolm Waring, 32 ans, a toujours été fan d'aventure. En 1998, il traverse l'Irlande sac au dos avec son copain Jérémy. Et comme tous les jeunes de 18 ans, ils ne peuvent pas se contenter d'admirer le paysage. On était bien décidés à s'éclater à mort. C'était le but du voyage. Ils ne se doutent pas qu'une nuit en Irlande va changer le cours de leur vie. Inutile de vous dire qu'on n'aurait jamais imaginé ce qui nous attendait à Cork. Ils vont aller de surprise en surprise. Et le bouquet final va mettre leur amitié à l'épreuve. Leur périple commence dans un coin reculé du comté de Cork. La propriétaire de leur bed and breakfast aimerait leur faire les honneurs de la maison. Mais les garçons ont des priorités plus pressantes. Il y a un pub dans le coin? On va s'en jeter un. C'était un pub à l'ancienne. Il avait l'air de sortir d'un film. Ce qui nous a étonnés, c'est que le plus jeune des clients devait avoir au moins 50 ans. On était déçus, vu qu'on était venus pour draguer des filles, mais bon, il fallait faire avec.
Deux bières irlandaises, la meilleure. Les garçons ne se font pas prier pour se mesurer aux habitués. Santé. Fidèle à ma réputation, j'ai payé la tournée à ceux qui étaient au bar. Juste pour chauffer l'ambiance, vous voyez. Quatre heures plus tard, la vieille garde regarde les garçons rouler sous la table. Jérémy et moi, on avait notre compte. Et je trouvais la barmaid de plus en plus sexy. C'est là qu'on s'est dit qu'il était temps de mettre les voiles. Je ne sais toujours pas comment on est rentré. Je me souviens juste qu'on se soutenait l'un l'autre et qu'on essayait de se rappeler où on habitait. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'avais un marteau-piqueur dans le crâne. Bonjour. Jérémy était d'une humeur massacrante. Il a à peine touché à son assiette. Il voulait partir tout de suite. Finis ton café, on se tire. Je me suis dit qu'il avait la gueule de bois. Bonne continuation. Elle a serré Jérémy dans ses bras et lui a demandé son adresse. J'ai pensé que c'était pour envoyer la facture. Au revoir. Au revoir. Cinq ans plus tard, ces vacances ne sont plus qu'un vieux souvenir. Les deux amis se sont perdus de vue. Nos jobs nous menaient dans des directions différentes et il était de plus en plus difficile de garder le contact. Mais un jour, Malcolm reçoit une lettre recommandée qui va bouleverser sa vie. Il fallait que je retrouve Jérémy pour décider quoi faire. Je suis content de te revoir. On a bavardé un moment. Puis Malcolm lâche une nouvelle incroyable. J'ai reçu une lettre du Bed and Breakfast de Cork. Elle m'a légué $1 million. J'avais hérité d'une fortune. 1 million? Pourquoi elle a fait ça? J'en sais rien. Malcolm montre la lettre à Jérémy, mais il ne lui a pas tout dit. Je trouvais ça étrange. Au bas de la note, la logeuse avait écrit « Merci pour cette nuit de passion, chérie. » Est-ce que j'étais beurré à ce point cette nuit-là? Je voulais savoir ce qui s'était passé. Tu comprends quelque chose? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gêné de toute ma vie. Malcolm commence à entrevoir la vérité. Les pièces se sont mises en place. Le temps que Jérémy avait mis pour venir se coucher, son comportement au petit déjeuner, le fait qu'elle lui demande son adresse. Brusquement, l'inconcevable devient possible. Tu as couché avec la vieille du Bed and Breakfast? Ok. Mais si Jérémy a été l'amant de la mamie, pourquoi est-ce Malcolm qui hérite? Et puis j'ai compris. Il lui avait donné mon adresse. Mort de honte, Jérémy s'est défilé en donnant les coordonnées de Malcolm. Le pauvre, ce n'était pas son jour. Il s'est tapé tout le boulot pour rien. C'était moi le légataire. J'aurais pu tout garder et le planter là. Mais Malcolm trouve que son pote a assez souffert. Ils font part égale. C'est une expérience qu'on a partagée. Il faut reconnaître que la mienne n'a pas été aussi désagréable que la sienne. Mais comme la lettre m'était adressée et que le legs était à mon nom, on est tombé d'accord pour faire 50-50. 500 000? 500 000. Nos deux autostoppeurs en goguette semblent avoir bénéficié d'une chance insolente. Cette histoire est-elle vraiment arrivée ou bien êtes-vous tombé dans le panneau? Patience, vous le découvrirez en fin d'émission. Avant cela, j'ai une autre énigme pour vous. Mini-légende numéro 467. Faux numéro. Entre 2004 et 2008, Orest Trichenko, Ania Marinienko et Tatiana Kouchine ont partagé deux choses. Ils ont eu le même numéro de mobile et ils sont morts pour des raisons différentes dans l'année qui a suivi l'octroi de ce numéro alors qu'ils utilisaient leur téléphone. Lorsque cette funeste coïncidence a été connue, le numéro a été retiré définitivement. Vrai ou faux?
c'est complètement faux. J'espère que vous n'avez pas cru à ce numéro bidon. Légendes urbaines vous présente 3 sujets. À vous de démêler l'incroyable vérité du canular. Vous avez vu comment Tasmina Ganev a été victime d'une terrifiante prédatrice. Puis comment un autostoppeur éméché a passé la nuit dans les bras d'une vieille dame qui s'est souvenue de lui dans son testament. Laquelle de ces histoires est véridique? Attendez la fin de l'émission et vous le saurez. Place maintenant à notre dernier cas. Nous l'avons appelé « Tu retourneras à la poussière ». Jerry Gray, un ancien secouriste, est un fervent adepte de la zénitude. Il a pourtant failli perdre sa sérénité lors d'un dramatique fait divers. Je n'avais jamais entendu un truc pareil. Voici l'histoire tragique d'une célèbre famille du Colorado, les Ford. C'étaient des gens en vue, qui réussissaient dans les affaires. Ils étaient les premiers à tendre la main aux autres en cas de besoin. Mais en 1998, le malheur frappe à leur porte. Lenore Ford meurt dans un mystérieux accident de voiture. C'est le début d'une terrible série noire. Un mois plus tard, Jerry reçoit un appel. J'ai été informé qu'il y avait eu un accident d'avion au club de Pearl Lake et je me suis rendu sur les lieux. Jerry ne peut pas savoir que la véritable cause du crash va stupéfier la petite ville. Comme il n'y avait pas de route pour atteindre l'avion, on a roulé le plus loin possible et on a fini à pied. Lorsque les secours arrivent sur les lieux, ils n'en croient pas leurs yeux. Tous les hommes de la famille Ford ont péri dans l'accident. La mort de tous les membres masculins de la famille était une terrible tragédie. En l'espace de 5 semaines, la famille Ford a été décimée. Mais pourquoi l'avion a-t-il décroché? Mystère. Un témoin a vu l'avion voler à basse altitude, faire un cercle et revenir pour un second passage. D'après un autre rapport, alors qu'il s'inclinait pour effectuer le virage, un nuage est passé derrière l'appareil. Et un instant plus tard, il est entré en vrille plate et a capoté dans les arbres. Ces rapports fournissent une explication plausible. Une poudre beige et grumeleuse au toucher recouvrait la totalité de la cabine. Certains de mes hommes pensaient qu'elle provenait du dispositif anti-incendie. Le pilote a-t-il déclenché trop tard le système anti-feu? C'est ce que tout le monde croit au début. En fait, l'avion ne possédait pas de système anti-feu et le moteur fonctionnait parfaitement. La cause de l'accident demeure incertaine. De plus, une autre question se pose. Pourquoi tous les frères Ford se trouvaient-ils dans cet avion en même temps? La réponse défie l'entendement. Le corps de Lenore avait été incinéré et ils allaient disperser ses cendres au-dessus de la propriété familiale. En voulant rendre hommage à leur mère, les frères Ford ont volé vers un destin fatal. Lenore n'aurait jamais voulu que ça arrive. Elle ne les aurait jamais laissés prendre un risque pareil. Il faut 30 minutes pour atteindre les chalets de la famille, l'endroit où Lenore a passé tant d'étés heureux. L'avion est arrivé près du secteur des chalets et a effectué une boucle. Il était en train de revenir pour une deuxième boucle. Mais il n'est pas aisé de répandre des cendres tout en volant à 110 km à l'heure.
les cendres peuvent revenir vers l'avion. Exactement comme quand on essaye de jeter quelque chose par la fenêtre d'une voiture qui roule. Ce nuage ou cette fumée qui était passée derrière l'avion et que les témoins ont décrit, c'était sans doute les cendres de Lenore. Elles ont probablement été rejetées à l'intérieur du cockpit. Le pilote a été aveuglé et désorienté, et l'avion a décroché. Un instant plus tard, les fils de Lenore sont précipités vers la mort. Cet accident est d'une cruelle ironie. La perte de 4 membres de ce clan a pratiquement éradiqué toute une génération de la famille Ford. 4 fils qui trouvent la mort alors qu'ils voulaient honorer la mémoire de leur mère. Une histoire authentique ou de la poudre aux yeux? Le moment est venu de vous révéler la vérité. Commençons par la femme enceinte tombée aux mains d'une voleuse de bébés psychopathe. Vous y croyez? Je m'appelle Tasmida Ganev. Voici mon fils Tariq, et c'est une histoire vraie. L'effrayante vérité, c'est que le kidnapping par césarienne n'a rien d'une légende urbaine et entraîne souvent la mort. Tasmida et son fils ont eu la chance inouïe de survivre à cette agression brutale. L'assaillante a été déclarée inapte à comparaître devant la justice. Deuxième histoire, celle de Jeremy et Malcolm, les fêtards qui ont hérité d'1 million de dollars après les inoubliables ébats de Jeremy avec une retraitée. Est-ce que c'est vrai? Hériter d'1 million de dollars, c'est le rêve. Mais ça ne m'est pas arrivé. C'est un mythe qui existe depuis des années, sans doute parce que nous voulons croire qu'il peut y avoir du bon à se pochetronner. Mais en général, on en retire juste une gueule de bois carabinée. Et pour finir, le cas des fils Ford balayés par les restes de leur mère. Maintenant que la poussière est retombée, êtes-vous convaincu? Je suis Jerry Gray, le coroner du comté de Hinsdale, et c'est une histoire vraie. L'accident d'avion de 1998 a effectivement emporté toute une génération des hommes de la famille. Ce tragique incident a inspiré une idée à la pilote Bonnie Harden. Elle a inventé un dispositif permettant de disperser les cendres du défunt en vol sans risquer la vie des passagers. Cette émission touche à sa fin. Avez-vous pu trancher entre la vérité sans phare et le mensonge éhonté? Sinon, vous aurez à nouveau l'occasion de mettre votre perspicacité à l'épreuve dans le prochain épisode de Légendes urbaines.